Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur ce canal. Nous commençons par les premières assises nationales de la fiscalité du Gabon, ouvertes à Libreville le 26 mars par le président de la République, ont été clôturées le 27 mars par le ministre du Budget, Christian Magnania, en lieu et place de son collègue des Finances, Régis Imongo Empêché. Il faut faire preuve de civisme fiscal, a dit le patron du budget. Meksantuntum, Marcia Tsonga et Justin Bitegué pour les détails. 2 jours durant, ces experts du monde de la fiscalité gabonaise et ceux venus des pays amis ont abordé plusieurs thèmes relatifs à la fiscalité pour la rendre plus moderne. 2 jours de travaux en atelier qui ont abouti aux recommandations. En ce qui concerne la fiscalité des entreprises, il est préconisé de baisser le taux de l'impôt sur les sociétés à 25%. Toutefois, il est indispensable au préalable de réaliser les études d'impact sur le budget et sur les mesures compensatoires, de redéfinir les modalités de détermination de la base d'imposition à l'impôt minimum forfaitaire, de modifier les règles applicables aux entreprises qui perdent le bénéfice du régime en cours d'année en raison du renouvellement du statut de succursale en ce qui concerne les sous-traitants pétroliers. Il faut hisser la fiscalité à la hauteur des ambitions du plan stratégique Gabon émergent et surtout faire preuve du civisme fiscal. Hier, dans son allocution d'ouverture, le président de la République, chef de l'État, nous a demandé d'oser et de mettre des propositions les plus pertinentes et les plus ambitieuses pour construire un nouveau cadre fiscal et le hisser à la hauteur de nos ambitions. Je pense personnellement que vous avez atteint cet objectif au regard de la richesse de vos recommandations. Pour Joël Ogouma, directeur général des impôts, ces assises constituent une opportunité d'impulser un foisonnement d'idées novatrices afin d'élaborer un document véritable manifeste pour une nouvelle politique fiscale en République gabonaise. La délégation de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, en visite au Gabon s'est rendue le 26 mars à la zone économique à régime privilégié de Coq. La visite de ces experts vise à promouvoir les atouts de la ZERP de Coq, à discuter des voies de coopération entre les deux entités. C'est un reportage de Justin Bitegué. Créé dans l'optique de coordonner, superviser et assurer la tutelle opérationnelle du fonctionnement de toute l'administration et promouvoir la ZERP d'Ongkok. La délégation onusienne en visite au Gabon vient de partager leur expérience et leurs atouts avec l'autorité administrative de la zone économique d'Ongkok. L'ONUDI est une agence technique des Nations Unies. Nous pouvons y contribuer en apportant notre expertise dans la mise en œuvre et l'opérationnalisation des opérations de la zone économique. Nous pouvons aussi la mettre en rapport avec d'autres acteurs qui également opèrent des zones économiques dans le monde et ainsi aider au partage des bonnes pratiques. Mais nous sommes aussi un expert en promotion de l'investissement et de la technologie et nous pouvons également essayer d'amener des investisseurs étrangers aussi dans la zone économique pour le bien-être du Gabon. Une occasion que vient de saisir l'autorité administrative de la zone économique d'Ongkok pour mieux présenter la structure. Écoutez, c'est pour nous un privilège de recevoir l'ONUDI ici aujourd'hui. L'ONUDI est, comme l'a dit le chef de mission, l'organe technique de développement industriel des Nations Unies. Alors, vous savez que la zone, le cœur de la zone, c'est sa sous-zone industrielle. C'est elle qui va être pourvoyeur d'emploi, qui nous permet de remonter la chaîne de valeur et de faire de notre pays un pays à une économie réellement diversifiée. Le soutien de l'ONUDI dans la promotion des investissements constituerait un atout de taille dans des efforts qui visent à développer la ZERP d'Ongkok pour en faire une référence dans la sous-région. Dans ce journal, nous parlons du travail domestique au Gabon. Durant 3 jours, l'Organisation internationale du travail et plusieurs institutions locales se sont retrouvées pour définir ensemble un cadre de travail légal pour les enfants âgés de 16 ans et pour mettre des mécanismes coercitifs pour les mineurs afin d'éviter que leur droit à l'éducation ne soit bafoué. Kenny Ongouri et Maxime Tsinga. 3 jours durant, Libreville a été la plaque tournante de la proscription du travail domestique des enfants en terre gabonaise, avec entre autres des points axés sur la spécificité du travail domestique au Gabon, le profil des enfants domestiques, le dispositif légal réglementaire de lutte contre le travail domestique et les conditions de travail domestique sur ce territoire. Le Gabon a ratifié les 2 normes internationales en matière de travail des enfants,
ce sont des normes qui établissent déjà, déterminent la nécessité de fixer un âge minimum pour la mission au travail ou à l'emploi. Parce qu'il faut, en tout cas, et d'abord, il faut préserver la chance des enfants de pouvoir aller à l'école. Des chiffres pas toujours évidents, mais au regard de la situation et des informations recueillies, 36,6% d'enfants sont victimes de traite et 90% sont des filles dont la tranche d'âge se situe entre 8 et 18 ans. On n'a pas de chiffres clairs. Un des mécanismes ou une des pistes d'action, ce serait en premier lieu de faire un état des lieux sur la réalité, en termes quantitatifs, savoir de combien d'enfants parle-t-on, ainsi que qualitatifs, savoir dans quelles conditions de travail se trouvent les enfants travailleurs. Des mesures coercitives devraient permettre d'enrayer ce phénomène, les experts y croient. On a travaillé main dans la main avec les autorités gabonaises des différents ministères en vue de faire face à la réalité du travail des enfants dans les pays, comme je vous ai dit en particulier dans le travail domestique, et aussi en vue d'explorer les pistes, les voies qui nous permettraient des actions pour assurer une meilleure protection de jeunes travailleurs domestiques en âge légal de travailler. Cet atelier avait pour but de voir les situations dans lesquelles exercent les enfants dans le travail domestique afin de les éliminer, si ceux-ci ne sont pas en âge d'exercer une quelconque activité. Par ailleurs, il consistait à mettre en place des mécanismes pour permettre aux jeunes de 16 ans d'exercer en toute légitimité. Tout autre chose à présent, nous parlons de Paul-Marie Ngonjou, l'époux de Chantal Miboto. Lors d'un point de presse vendredi dernier à Libreville, s'est indigné contre le journal Douk Douk dans sa parution numéro 37 du lundi 23 mars 2015 qui, lui, dans un article intitulé « Qui est le vrai père de la fille de Chantal Miboto ?» Une situation qu'il fustige. Il est au micro de Meksantontoum, Marcia Tsonga, sur des images de Justin Bitégué. Sur ce qui est dit de mon épouse, que penser de telles inepties, ramassées dans le marigot pollué des arcanes du palais du bord de mer et de ceux qui l'occupent? Le journal Le Douk Douk, comme son confrère La Griffe, semble connaître mon épouse mieux qu'elle-même, en écrivant sur elle des choses aussi sordides qu'invraisemblables. S'il s'agissait de la salir et la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, ces journaux devraient se mettre beaucoup plus à l'ouvrage avec la forte présomption qu'il meurt un jour sans jamais pouvoir y parvenir. Je suis fier de mon épouse, fier de la femme et de la mère qu'elle est, fier de ce qu'elle a accompli dans ce pays, fier de son vécu et fier de ce qu'elle représente d'espoir et de valeur pour de très nombreuses personnes. Pour revenir aux très graves accusations de cette presse de caniveau qui écrit, je cite, « Dans la famille, le secret est toujours gardé, sauf que la famille ne sait pas que ceux qui savent sont parfaitement au courant, que le deuxième enfant de Chantal n'est pas de Paul-Marie Ngonjou, mais plutôt, pour ne pas dire toujours, de Marcel Sandja, et que c'est pour ne pas l'avoir accepté que Zacharie et les siens l'ont tué par étouffement avant de simuler la noyade dans la piscine de leur château de la Sablière. » Toujours au micro de nos confrères, Paul-Marie Ngonjou accuse. Écoutez plutôt. Si cette polémique perdure, c'est parce que M. Ali Bongo Ondimba refuse de faire la lumière sur ses vrais documents de naissance. Cela empoisonne le climat politique national. Il empoisonne maintenant sa vie privée dans le cadre de la succession de son père, tellement sa vie publique, pour ne parler que de celle-là, est truffée de mensonges, contre-vérités et dissimulation. En tergiversant autant, nous sommes fondés de croire à une véritable imposture, à moins que, profitant de l'opportunité que lui offre le procureur de la République de Nantes, il en vienne à nous sortir encore un autre acte de naissance, car en lisant bien le rendu de la décision du procureur, il dit, je cite, « Je regrette de pouvoir donner suite à votre demande de copie de l'acte de naissance de M. Ali Bongo Ondimba ou Alain Bernard Bongo, né le 10 février 1959 à Brazzaville. Le cas échéant, sur mandat express, de personnes autorisées par la loi ou des autres légataires universels, le notaire chargé de la succession pourra obtenir la délivrance de cet acte. Cette fois, Alain Ali Bongo serait né le 10 février 1959 et non plus le 9 février 1959, décidément. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter
le flottement ridicule d'une affaire qui aurait pu se régler autrement. Et pour finir, une connexion au ralenti dans les cybercafés de la capitale gabonaise, une situation consécutive au mouvement de grève des agents de Gabon Télécom. Dans les cybercafés, la clientèle se fait rare et les seuls clients qui arrivent sont contraints de supporter cette défaillance technique qui n'augure rien de bon pour l'avenir. Kenyongouri et Justin Abitégué. La situation de ce cybercafé n'est pas isolée comme de nombreux autres dans la capitale gabonaise. La connexion est au ralenti, une défaillance due au mouvement de grève des agents de Gabon Télécom depuis bientôt 2 mois. 30 minutes de connexion, forcément vous aurez 15 minutes de perturbation. Donc de manière générale, la connexion pose problème. Un manque à gagner pour les commerçants, contraints au remboursement et à des explications. Ces derniers temps, il y a les clients connaissant déjà les problèmes de connexion que nous subissons. Le préfère payer après s'être connecté. Donc, quand ils prennent un ticket qui leur permet d'avoir accès à Internet, s'ils sont satisfaits, ils payent. S'ils ne sont pas satisfaits, ils ne payent pas. Pour la clientèle, le choix ne se présente pas. On souffre, on assume une situation dont les effets peuvent être plus importants. Tellement ça. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Et là, en ce moment, ça fait quoi? Pour le moment, ça passe un peu. Et quand ça coupe, qu'est-ce que vous faites? Ben, on attend. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix, on attend juste à ce que ça arrive. Mais le comble, c'est que les minutes passent toujours. Malgré tout, Gabon Télécom rassure régulièrement sa clientèle. Plusieurs fois, nous appelons et ils font les efforts, étant donné qu'ils envoient les techniciens constamment pour réguler la situation. Mais à certains endroits, les cybercafés ont perdu leurs clients les plus fidèles. Des postes vides et des écrans noirs pour la plupart. Un manque à gagner pour certains et une situation qui ne s'améliore toujours pas. Voilà, Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.